L'assistante nouvelle m'a envoyé une invitation de mariage annonçant qu'elle épousait le PDG. J'ai calmement pris mon téléphone et appelé mon mari. « Tu te maries ?» ai-je dit. Je me souviens encore si clairement de ce jour. Le jour même qui fait encore battre mon cœur plus fort. Non plus de douleur, mais parce que c'était le premier coup. Celui qui a déclenché une chaîne d'événements qui a complètement changé ma vie. Mon voyage d'affaires d'une semaine à Chicago venait de se terminer. Je traînais ma valise cabossée sur les sols en bois poli de notre bureau new-yorkais. Les roues cliquetaient doucement tandis que je pénétrais dans le service marketing familier. Tout était identique. Les bureaux debout élégants, le tapotement rythmé des claviers. Le bourdonnement constant de la climatisation centrale. La seule chose qui avait changé était la façon dont les gens me regardaient. Personne ne disait un mot. Mais leur regard rapide suivi de tours immédiats dans la direction opposée était déstabilisant. La manière dont ils murmuraient assez bas, mais encore à portée d'oreille, me donnait l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Avant que je puisse comprendre, un nuage de parfum lourd et coûteux m'enveloppa. Tu es de retour. La voix était si douce qu'elle semblait fabriquée. Je levai les yeux. Devant moi se tenait une jeune femme avec une queue de cheval haute, portant une robe de créateur sur mesure qui épousait parfaitement ses formes. Ses stilettos tapaient un rythme confiant sur le sol comme si elle défilait sur un podium. Elle s'appelait Chloé, la nouvelle assistante exécutive du PDG. Elle avait rejoint l'entreprise 2 mois plus tôt, juste avant mon départ en voyage. La rumeur disait qu'elle avait étudié à l'étranger. Venait d'une famille riche des Hantons et avait attiré l'attention du patron dès le premier jour. Je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à ce moment. Chloé sourit. Ses yeux me scannèrent de la tête aux pieds, cachant ni son jugement ni une pointe de pitié. Puis elle posa une invitation sur mon bureau. C'était un carton épais de couleur crème avec un gaufrage en feuille d'or. Le genre qui indiquait immédiatement son prix élevé. « Tu dois être épuisé de ton vol », dit Chloé. Sa voix toujours dégoulinante de cette douceur saccharine. « Assure-toi de venir. Le PDG et moi nous marions le mois prochain. » Je n'ai manqué aucun mot. Chaque syllabe résonnait avec une clarté glaçante. Je regardais l'invitation. Mes doigts touchèrent le papier froid. Il était si froid qu'il semblait percer comme de la glace directement jusqu'à mes os. Le nom du marié était gaufré dans une élégante écriture. Alexander, le nom de la mariée, Chloé. Je n'avais pas besoin d'en lire davantage parce qu'Alexander était mon mari. Nous étions mariés depuis 3 ans. C'était un mariage dont personne ne savait rien. Pas de cérémonie, pas d'annonce, pas de publication Instagram. Juste un certificat de mariage et un contrat prénuptial. 3 ans plus tôt. J'avais besoin d'argent pour sauver l'entreprise de logistique défaillante de mon père. Alexander avait besoin d'un mariage de convenance pour apaiser sa famille et le conseil d'administration traditionnelle de l'entreprise. Nous avions convenu d'un terme de 3 ans avec 0 interférence dans la vie personnelle de l'autre. Après 3 ans, nous devions divorcer discrètement. Je pensais qu'il respecterait au moins ce principe de base. Mais j'avais tort. En une seule semaine, la semaine où j'étais absente du bureau, il n'avait pas seulement trouvé une autre femme. Il planifiait de l'épouser publiquement, en l'annonçant à toute l'entreprise. Et en m'envoyant même une invitation, à moi, son épouse légale. Je serrai l'invitation, mes doigts tremblant légèrement. Mais je gardais un visage entièrement impassible. Je regardais Chloé, un léger sourire effleurant mes lèvres. Félicitations. Juste un mot, léger comme l'air, mais suffisant pour la figer. Puis elle sourit à son tour, rayonnante comme si elle venait de remporter une victoire massive. Je savais que tu serais heureuse pour nous, dit Chloé. Quand quelque chose est destiné à être, rien ne peut l'arrêter. Alexander dit qu'il aime les femmes comme moi, jeune et excitante. Pas. Elle s'interrompit. Son regard balaya mes vêtements pratiques et légèrement froissés de voyage. Je ne dis rien.
Je la regardais simplement dans les yeux assez longtemps pour qu'elle détourne le regard en premier. Chloé pivota sur ses talons et s'éloigna, laissant le lourd parfum flotter dans l'air. Le bureau resta silencieux, et je savais que tout le monde attendait ma réaction. Une crise de larmes, un éclat de colère, une scène dramatique. Mais non, je m'assis. Placai soigneusement l'invitation sur mon bureau et composai un numéro familier. Cela sonna 3 fois avant qu'il réponde. Tu es de retour. La voix d'Alexander était aussi profonde et stable que toujours. J'ai besoin de ce rapport du 3e trimestre pour demain matin. Pas un mot d'explication, pas un soupçon de culpabilité. Comme si un mariage était la chose la plus naturelle au monde. Je marquai une pause d'1 seconde. Puis demandai d'une voix calme qui me semblait étrangère même à moi. Tu te maries ? Le silence pesa sur la ligne. 1 seconde. 2. Puis il dit. Oui. Juste un mot. Sec, froid, sans explication, sans préambule. Complètement dépourvu de respect pour le fait que c'était son épouse qui posait la question. Je laissai échapper un court rire creux. Je vois. Je raccrochai. Je n'attendis pas davantage. Je ne demandais pas davantage. Je n'en avais pas besoin. À ce moment, tout devint douloureusement clair. Je restai assise là pendant 10 minutes, regardant fixement l'invitation de mariage. La climatisation continuait de bourdonner, mais je sentais un froid se répandre de l'intérieur. Un courant d'air s'infiltrant jusqu'à mes os. Les murmures autour de moi devenaient plus forts. Je pensais que le PDG était célibataire. Chloé n'est là que depuis 2 mois et elle l'épouse. Déjà. Catherine doit être sous le choc. Elle a la trentaine. Totalement célibataire aux yeux de tous. Et maintenant ça. J'entendais chaque mot, mais je ne réagissais pas. Une seule chose changeait lentement en moi. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la jalousie. C'était un froid. Un froid très clair, très lucide. Je pris l'invitation, la regardai une dernière fois, puis lentement, uniformément. La déchirai en morceaux. Le papier volta dans la poubelle comme de la poussière. Mais je savais que ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Ce soir-là, je ne retournai pas à notre pentouse partagée sur le Upper East Side. L'endroit qui en 3 ans n'avait jamais vraiment ressemblé à un foyer. Je réservai une chambre dans un hôtel boutique près du bureau. Pris une longue douche chaude et m'assis près de la fenêtre, regardant le skyline de Manhattan. Les lumières, la circulation, tout était comme d'habitude. Seule ma vie venait de prendre un virage brusque et inattendu. Je pris mon téléphone et passai le premier appel. J'ai besoin d'un audit complet de tous mes comptes personnels. Deuxième appel. Il est temps d'activer le plan d'urgence. Troisième appel. Tu te souviens encore du contrat de 3 ans? Nous pourrions devoir l'appliquer plus tôt que prévu. Je posai le téléphone, pris une profonde inspiration et ouvris mon MacBook. Je me connectai à un dossier cloud fortement chiffré que je pensais ne jamais avoir à ouvrir. Tout était là. Tout ce que j'avais discrètement préparé. Je n'étais pas paranoïaque. Mais j'avais grandi dans une famille qui avait fait faillite du jour au lendemain. Je comprenais une chose, faire confiance aux gens est un luxe. L'écran brillait tandis que les fichiers apparaissaient un par un. Photos, enregistrements audio, documents financiers, et un dossier nommé Chloé. Je le fixai longtemps. Puis je cliquai. La lumière bleue illumina mon visage. Il n'y avait plus d'épuisement, plus de ressentiment. Il ne restait qu'une chose, une clarté absolue. Alexander, Chloé, vous voulez un mariage somptueux? Très bien, j'y serai. Et je vous promets que ce sera un jour que vous n'oublierez jamais ni l'un ni l'autre. Je dormis à peine cette nuit-là. Non à cause de la douleur,
mais parce que mon esprit était trop affûté. Si affûté que chaque petit détail des 3 dernières années remontait à la surface. Comme si quelqu'un repassait ma vie au ralenti, me forçant à voir tout ce que j'avais choisi d'ignorer auparavant. Je restais assise appuyée contre la tête de lit, mon ordinateur portable sur les genoux. Le dossier nommé Chloé était encore ouvert. Il n'y avait pas grand-chose dedans, mais il y en avait assez. Un CV, des relevés de carte de crédit. Une liste de contacts et quelques fichiers audio non vérifiés. D'abord, j'ouvris le CV. Chloé, 25 ans, études à l'étranger en Europe. Diplômée d'une université prestigieuse. Expérience professionnelle dans une grande agence de relations publiques. Parfait. Trop parfait. Si parfait que cela déclenchait des signaux d'alarme. Je n'étais pas naturellement cynique. Mais après des années en marketing, je savais une chose. Tout ce qui paraît trop impeccable sur papier a généralement été lourdement retouché. Je fis défiler jusqu'à son université. Le nom semblait impressionnant, mais je l'avais vu quelque part auparavant. Pas sur les listes de l'Ivy League. Mais dans un article de journalisme d'investigation sur les usines à diplôme. Je marquai une pause, sans sauter aux conclusions, juste en classant l'information, et continuai. Ensuite, les relevés de carte de crédit. Les chiffres sautaient à l'écran. Sac de créateur, bijoux Cartier, restaurants étoilés Michelin, vacances de luxe. Elle dépensait plus en un mois qu'une assistante exécutive ne gagnait en un an. Je fronçai les sourcils. Si Alexander lui donnait l'argent, cela avait du sens. Mais sinon, d'où venait-il? Avant que je puisse réfléchir davantage, mon téléphone vibra. C'était Yann, mon collègue le plus fiable du service informatique. Le type n'était pas doué avec les gens, mais ses compétences en cybersécurité étaient terrifiantes. Catherine. Tu es de retour. Sa voix était un peu bourrue comme d'habitude. Mais sincère. Ouais. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je restai silencieuse et lui aussi. Après un moment. Yann continua. Tu as besoin de quelque chose? Dis-le-moi. Il ne demanda pas qui avait raison ou tort. Il ne se souciait pas du drame de bureau. Il demanda juste ce dont j'avais besoin. Je regardai par la fenêtre. La ville brillait encore, mais pour la première fois, je sentais que j'avais un point d'appui. Yann? Ouais. Aide-moi à faire une vérification d'antécédents sur quelqu'un. Il ne demanda pas pourquoi. Il demanda seulement. Tu as quelque chose pour commencer? Je t'envoie. Je raccrochai et lui transmis tout le dossier Chloé. Pas besoin d'explication. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup de mots, elles comprennent simplement. Une fois cela fait, je fermai mon ordinateur, mais mon esprit refusait de se reposer. Je me souvins des premiers jours de mon mariage avec Alexander. Pas d'amour, pas de romance. Juste un contrat prénuptial en fer forgé rédigé par des avocats de premier ordre. Il m'avait dit dès le début, c'est juste un partenariat. J'avais hoché la tête parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit d'en demander plus. L'entreprise de mon père était au bord de la faillite. Les dettes écrasaient ma famille comme une montagne. Alexander était intervenu et avait proposé un accord. Un mariage de 3 ans en échange d'une injection massive de capital. J'avais accepté sans hésiter parce que je n'avais pas d'autre choix. Pendant 3 ans, nous avions vécu comme des étrangers se croisant dans le couloir. Nous ne rentrions aux Pantous ensemble que les week-ends quand nous devions maintenir les apparences pour sa famille ou les actionnaires. Le reste du temps, nous vivions des vies séparées. Je travaillais, il travaillait. J'entendais parfois des rumeurs sur lui avec d'autres femmes, mais je ne m'en souciais pas. Non parce que j'étais noble, mais parce que je connaissais ma place. Une épouse sur papier, rien de plus. Et pourtant, je pensais qu'il honorerait l'accord,
au moins jusqu'à l'expiration du contrat. Il ne restait que 2 mois. Juste 2 mois. Mais il ne pouvait pas attendre. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait humilié publiquement. Cette pensée me fit laisser échapper un rire calme et froid. À ce moment précis, mon téléphone vibra à nouveau. Un message d'Alexander. Rentre à la maison ce soir. Je fixai le message, puis verrouillai l'écran sans répondre. Il n'y avait pas besoin. Pendant 3 ans, j'avais toujours été docile, toujours joué mon rôle. Mais à partir d'aujourd'hui, cette obligation était terminée. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau plus tôt que d'habitude. Sitôt que la plupart des lumières à notre étage n'étaient même pas encore allumées. Je m'assis à mon bureau. Ouvris mon ordinateur et commençai à travailler sur le rapport du 3e trimestre. Tout semblait une journée normale, mais à l'intérieur j'étais tout sauf normal. Vers midi, Yann appela. Catherine. Ouais. On a un problème. Je n'étais pas surprise. Qu'est-ce que c'est? Le diplôme de Clos? C'est un faux. Je fermai les yeux une seconde. Pas de choc. Juste une confirmation. Quoi d'autre? Sa carte de crédit a des sources de financement très suspectes. Plusieurs gros virements depuis. Des comptes coquilles retirés presque immédiatement. Je serrai le téléphone plus fort. Continue. Yann marqua une pause. Puis dit. Il y a encore une chose. Je pense que tu dois entendre ça. Un fichier arriva dans ma boîte de réception. Je l'ouvris. L'audio était légèrement étouffé, probablement une capture de micro ouvert, mais assez claire. C'était la voix de Chloé, douce, mais teintée d'irritation. Combien de temps vas-tu encore garder cette femme? Mon cœur s'arrêta. Puis vint la voix froide d'Alexander. Jusqu'à l'expiration du contrat. Chloé rit. Je déteste la voir au bureau. Alexander répondit. Ignore-la simplement. Une pause. Puis Chloé dit. Ou nous pourrions simplement nous marier plus tôt. La remettre à sa place. Mes articulations blanchirent en serrant le téléphone. Puis la voix d'Alexander retentit clairement. D'accord. Juste un mot. Mais suffisant pour me faire réaliser que ce n'était pas une décision spontanée. C'était prémédité. Un mariage orchestré non seulement pour le mariage, mais pour me forcer publiquement et de manière humiliante à partir. Je fermai le fichier avant la fin. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Je comprenais. Je comprenais parfaitement. Je me levai et allai aux toilettes. Je me regardai dans le miroir. Mon visage était le même. Pas de larmes, pas de faiblesse. Seuls mes yeux étaient différents. Je me souvins des paroles de mon père, Kate. Parfois il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Mais parfois, si tu ne te lèves pas, les gens te marcheront dessus pour le reste de ta vie. Il y a 3 ans. J'avais choisi de baisser la tête. Aujourd'hui. Je me levais. Je retournai à mon bureau, m'assis et ouvris mon email. Je rédigeai un message. Destinataire, Robert Sterling, mon avocat. La seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Objet, activation du plan d'urgence. Je tapais chaque mot lentement, clairement, sans une seule faute de frappe. Après l'avoir envoyé, j'ouvris un autre fichier, la liste des invités. Celle que les RH venaient de faire circuler pour le mariage à venir du PDG. Je scannais les noms, les titres, les partenaires d'entreprise, les membres du conseil,
la famille. Je marquai une pause. Un petit sourire tranchant effleura mes lèvres. Ce n'était plus froid. C'était tranchant comme un rasoir. Très bien, murmurai-je. Si vous voulez monter un grand spectacle, je vais vous aider à en faire le plus grand spectacle de votre vie. Je fermai l'ordinateur et me redressai. Dehors, le soleil montait plus haut au-dessus des gratte-ciel. Un nouveau jour, mais pour moi, ce n'était plus un jour ordinaire. C'était le début d'un jeu que je n'avais pas l'intention de perdre. Ce matin-là, après avoir envoyé l'email à Robert Sterling, je restai sans rien faire pendant plusieurs minutes. Non parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que j'avais besoin d'un moment de silence pour me confirmer une dernière fois qu'il n'y avait plus de retour en arrière sur le chemin que j'étais sur le point d'emprunter. Une fois commencé, je devais aller jusqu'au bout sans hésitation, sans pitié et sans marge d'erreur. Je restais parfaitement immobile, les mains sur le clavier, les yeux sur l'écran, ne voyant rien. Les paroles de mon père résonnaient dans ma tête. Prononcées des années plus tôt le jour où son entreprise avait déposé le bilan chapitre 11. Ma famille était assise dans notre salon vide dans le Connecticut. La plupart des meubles avaient déjà été saisis. Il m'avait regardé longtemps et avait dit quelque chose que je ne comprenais pleinement que. Maintenant. Kate. Il y a des moments où tu dois concéder la défaite pour vivre et combattre un autre jour. Mais il y a d'autres moments où, si tu ne tiens pas bon, tu passeras le reste de ta vie à te laisser piétiner, sans jamais pouvoir relever la tête. Il y a 3 ans. J'avais choisi la patience. Maintenant. Je choisissais de tenir bon. Mon téléphone vibra, me ramenant au présent. C'était Robert. Je répondis. Sa voix était aussi calme et mesurée que toujours. Chaque mot précis et net, comme la façon dont il gérait chaque litige d'entreprise. Froid, professionnel, sans place pour l'émotion. J'ai reçu ton email. Oui. Tu confirmes que tu veux exécuter le plan d'urgence complet? Je ne répondis pas immédiatement. Je pris une profonde inspiration. Oui. Exécute tout. Le silence pesa sur la ligne une seconde, comme s'il pesait la gravité de ma décision. Puis il continua. Je dois te poser une dernière question. Catherine. Es-tu prête pour ça? Parce que si nous empruntons cette voie, ce ne sera pas seulement un divorce. Ce sera une confrontation à grande échelle, légale, professionnelle. Et cela pourrait même affecter les actions de l'entreprise et les intérêts du conseil. Tu ne seras plus une outsider. Je regardai par la fenêtre. La lumière du soleil frappait le verre de l'immeuble voisin si fort qu'elle était aveuglante. J'ai cessé d'être une outsider au moment où il m'a envoyé cette invitation de mariage. Robert n'insista pas davantage. Compris. À partir de maintenant, je m'occuperai de tout dans l'objectif de maximiser ton levier légal. Mais j'ai besoin de ta pleine coopération. Pas de mouvements unilatéraux en dehors du plan. Je comprends. Une chose de plus, ajouta-t-il. Les documents que tu as envoyés. En particulier le fichier audio. Si nous pouvons vérifier la source et l'horodatage. Il a un poids légal significatif pour une réclamation de rupture de contrat. Mais j'ai besoin du fichier brut non édité. Je te l'enverrai dès que possible. Bien. En raccrochant, je posai le téléphone. Le chaos dans mon âme de la nuit précédente avait disparu, laissant place à un chemin clair et direct. Chaque étape était cartographiée devant moi. C'était comme entrer dans une partie d'échecs où je voyais déjà le mat. Étonnamment, je ne me sentais pas vindicative. Seulement un profond sentiment de calme. En fin de matinée, le bureau bourdonnait.
La nouvelle du mariage d'Alexander et de Chloé s'était répandue plus vite que prévu. Presque tous les services en parlaient, certains avec curiosité, certains avec admiration. D'autres avec un mélange d'envie et de ragot. Et bien sûr, il y avait les regards dirigés vers moi. La personne qui apparemment n'avait rien à voir avec ce conte de fées. En passant devant la salle de pause, j'entendis deux comptables murmurer près de la machine à expresso. J'ai entendu que le PDG a acheté à Chloé une bague de Tiffany d'1 demi-million de dollars. C'est ce qui arrive quand un homme a vraiment de l'argent. Il peut avoir qui il veut. Qui choisirait quelqu'un comme Catherine de toute façon? Elle est toujours si rigide. Ouais, si j'étais un homme, je ne serais pas attiré non plus. Je me figeai un moment, mais je ne me retournai pas. Je ne réagis pas. Je continuai simplement à marcher. Cette fois, cela ne piquait pas. Cela semblait distant, comme si j'écoutais une histoire sur quelqu'un d'autre. De retour à mon bureau. Je venais de m'asseoir quand la secrétaire d'Alexander appela. Catherine. Alexander veut te voir dans son bureau. D'accord. J'arrive. Je me levai, lissai ma veste et jetai un coup d'œil dans le petit miroir sur mon bureau. Non pour arranger mon maquillage, mais pour m'assurer que mon visage ne trahissait absolument aucune émotion. L'ascenseur monta jusqu'à la suite exécutive. Les portes s'ouvrirent sur un espace ultramoderne feutré qui contrastait fortement avec le brouillard. Mon étage. Je frappai. Entre. La voix d'Alexander. J'entrai. Il se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, me tournant le dos. Grand dans un costume Tom Ford parfaitement taillé. Il ressemblait exactement à ce qu'il était il y a 3 ans. La seule différence était que je ne le regardais plus avec les yeux de quelqu'un qui avait accepté un compromis. Assieds-toi, dit-il sans se retourner. Je m'assis et attendis. Après un moment, il se retourna enfin. Ses yeux me balayèrent, s'attardant une seconde comme s'il évaluait un tableau Excel. Tu as reçu l'invitation. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Oui. Je l'ai reçue. Bien. Il hocha la tête. Tu dois être là. Je le regardai. En quelle qualité? Ses sourcils se froncèrent légèrement. En tant qu'employé de cette entreprise. Je laissai échapper un rire calme. Mais suffisant pour briser le silence froid dans la pièce. Une employée? Alexander n'aima pas ma réaction. Je le vis dans ses yeux. Ce n'est pas une blague. Catherine. Je ne plaisante pas. Répondis-je. Je trouve juste cela intéressant. Il marqua une pause de quelques secondes. Puis parla. Sa voix baissant. Catherine. Nous avons un arrangement. Tu dois connaître tes limites. Mes limites? Ce mot. Si cela s'était produit plus tôt, j'aurais peut-être gardé le silence, mais pas aujourd'hui. Je connais très bien mes limites, dis-je lentement. Mais es-tu sûr d'être encore dans les tiennes? L'atmosphère dans la pièce changea. Alexander me regarda plus longtemps cette fois, non pour évaluer, mais pour étudier. Que veux-tu dire? Je pense que tu le sais. Je n'avais pas besoin d'élaborer. Certaines choses, à moitié dites, sont pleinement comprises. Il ne répondit pas immédiatement. Il retourna à son bureau et prit un stylo Montblanc. Le tapotant légèrement contre la surface en acajou, son habitude quand il stratégeait. Je ne veux pas que les choses se compliquent, dit-il enfin. Le contrat se termine dans 2 mois.
Joue simplement ton rôle et je m'assurerai que tu sois prise en charge financièrement. Je regardais l'homme devant moi. Et si je ne veux pas attendre 2 mois? Le stylo dans sa main s'arrêta de taper. Il leva les yeux. Son regard se durcissant. Tu me menaces? Je secouai la tête. Non. Je souris. Je te rappelle. Un long silence lourd pesa entre nous. Aucun de nous ne céda. Finalement, Alexander fut le premier à détourner le regard. Tu peux y aller. Sa voix était de glace à nouveau. Je me levai et marchai vers la porte. La main sur la poignée, je m'arrêtai. Sans me retourner, je dis. Alexander. Il ne répondit pas. Mais je savais qu'il écoutait. Tu vas regretter ça. J'ouvris la porte et sortis. La lourde porte en chêne se referma avec un clic derrière moi. Mais je savais que, à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière pour aucun de nous. En marchant vers l'ascenseur, je me sentis beaucoup plus légère. Comme si j'avais lâché un poids que je portais depuis 3 ans. Plus tard cet après-midi-là, Yann envoya un autre fichier chiffré. Cette fois, c'était une vidéo. Je l'ouvris. Les images étaient légèrement tremblantes. Un box VIP dans un restaurant chic de Manhattan. Chloé et Alexander étaient assis l'un en face de l'autre. Je n'avais pas besoin d'audio. Voir simplement qu'ils riaient et se touchaient les mains suffisait à confirmer que cela durait. Depuis longtemps. Je fermai la vidéo avant la fin. Non parce que je ne pouvais pas le supporter, mais parce que c'était désormais sans importance. Ce n'était plus une question de sentiment. C'était du calcul pur. Je rouvris la liste des invités du mariage. Cette fois, je ne faisais pas que survoler. Je commençais à prendre des notes. Qui étaient les membres du conseil? Qui étaient les principaux actionnaires? Quels médias technologiques influents seraient présents? Qui ferait les meilleurs témoins? Je recoupais chaque nom, analysais chaque allégeance d'entreprise. Je travaillais lentement, méticuleusement. De la même manière que je gérais mes plus grandes campagnes marketing. La seule différence était que cette fois, la campagne était ma vie. L'après-midi traîna plus lentement que d'habitude, non parce qu'il y avait moins de travail, mais parce que chaque moment semblait étiré. Comme si la vie elle-même me donnait du temps supplémentaire pour placer toutes mes pièces avant d'entrer dans une phase que je savais tout sauf facile. Je restais à mon bureau, expédiant mes tâches habituelles, éditant des présentations, répondant aux emails, coordonnant avec les agences de relations publiques. Tout se déroulait selon les règles. Pas un seul pas de travers. Quiconque me regardait aurait pensé que les événements du matin ne m'avaient pas affecté du tout. Que j'étais toujours la même vieille Catherine. Froide, posée, la femme quelconque qui ne savait que travailler. Mais seul je savais que chaque petite décision que je prenais ce jour-là n'était plus seulement liée au travail. C'était une préparation. Vers 15 heures, les RH envoyèrent le déroulement préliminaire du mariage d'Alexander et Chloé, demandant à tous les chefs de département d'aider à faire en sorte que l'événement reflète parfaitement l'image de l'entreprise. La formulation était lisse et corporate, mais c'était essentiellement un mandat. Tout le monde devait contribuer pour faire de ce mariage l'événement social de l'année. J'ouvris le PDF et le lus du début à la fin, sans manquer une seule ligne. La liste des invités, le plan de table, le calendrier de l'événement, le planning minute par minute. Et même une section détaillant le montage vidéo de l'histoire d'amour qui devait être diffusée sur les écrans LED massifs pendant la réception. Je m'arrêtai là. Mon curseur plana. Mes yeux scannèrent la description, une vidéo retraçant le parcours romantique du couple. Avec des photos, des souvenirs et des vœux d'amis. Je laissai échapper un rire calme et silencieux. Si je n'avais pas entendu et vu ce que j'avais, j'aurais peut-être cru que c'était une belle histoire d'amour.
Mais malheureusement, je connaissais la vérité. Et parce que je connaissais la vérité, j'étais parfaitement calme. Je téléchargeai tout le fichier, l'enregistrai. Le renommer et le déplacer dans le dossier chiffré avec tout le reste que j'avais rassemblé. Chaque détail était à sa place, comme des pièces d'échecs attendant mon premier coup. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Je fixai l'identifiant de l'appel un moment avant de répondre. Bonjour. Maman. Sa voix était familière, mais aujourd'hui il y avait une légère hésitation. Comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Kate. Tu es occupée? Non. Maman. Il s'est passé quelque chose? Eh bien. J'ai entendu dire qu'il y avait un énorme mariage dans ton entreprise bientôt. C'est vrai? Je marquai une pause d'une seconde. Les nouvelles voyageaient vraiment vite. Oui. C'est vrai. Ma mère n'insista pas. Elle avait toujours été comme ça, me laissant parler en premier. Mais cette fois, je ne dis rien d'autre. Finalement, elle soupira doucement. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi? Je regardai par la fenêtre. La lumière de l'après-midi sur l'Hudson s'adoucissait. Oui. Un mot calme. Le silence tomba à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre sa respiration. Puis elle demanda lentement. Tu vas bien? Si elle m'avait posé cette question la nuit précédente, je n'aurais pas pu répondre. Mais maintenant, je fis un léger sourire. Je vais bien. Et cette fois, c'était la vérité. Ma mère ne posa pas d'autres questions. Elle dit simplement. Quoi qu'il arrive. Souviens-toi que tu as toujours une maison ici. Je serrai un peu plus le téléphone. Je sais. En raccrochant, je restai silencieux un moment. Non parce que j'étais submergé par l'émotion, mais parce que je réalisais quelque chose de vital. Je n'étais plus seul. Il y a 3 ans, j'étais entré dans ce mariage complètement isolé. Mais je n'étais plus cette fille désespérée. J'avais une famille. J'avais des gens qui croyaient en moi. Et surtout, je m'avais moi-même. Juste avant la fin de la journée de travail, Yann envoya plus de données via le canal chiffré. Cette fois, c'était très détaillé. Catherine. Ouais. Il y a plus. J'ouvris le fichier. C'était une trace forensique montrant plusieurs virements massifs passant par des comptes coquilles. Offshore. Le dénominateur commun était Chloé. Cet argent est sale. Dit Yann. D'où vient-il? Je ne peux pas tout retracer encore. Mais il y a des drapeaux rouges pointant vers notre plus grand concurrent de la Silicon Valley. Je fronçai les sourcils. Une entreprise rivale de technologie. Si c'était vrai, ce n'était plus seulement une histoire d'infidélité. C'était de l'espionnage industriel. Une violation massive du devoir fiduciaire et une violation potentielle de la SEC. Yann. Continue à creuser. Tu es dessus? Dessus. En raccrochant, je regardais à nouveau les données. Derrière les chiffres froids se cachait quelque chose de bien plus grand. Je me souvins soudain d'un détail mineur. Il y a 2 semaines. Les spécifications de notre projet phare du 4e trimestre avaient fui dans la presse avant le discours officiel. Nous faisons perdre tout levier dans nos négociations de chaîne d'approvisionnement. À l'époque, tout le monde avait mis ça sur le dos d'un fournisseur négligent. Mais si ce n'était pas le cas? Je fermai mon ordinateur. Une étrange sensation m'envahit. Pas de la peur, mais de l'adrénaline.
Le jeu révélait lentement sa véritable échelle, et je n'étais plus un pion sur l'échiquier. Ce soir-là, je ne rentrais pas directement à l'hôtel. J'allais dans une boutique haut de gamme à Soho, non pour regarder, mais pour récupérer une robe que j'avais commandée en urgence. Pas une robe de mariée, mais une robe longue sombre, impeccablement taillée. Sévère, mais élégante. La vendeuse demanda. Pour un gala? Je regardais mon reflet dans le miroir. Je n'étais plus la femme épuisée et docile d'il y a quelques jours. J'étais quelqu'un d'armé et chargé. Oui, répondis-je. Un événement très important. Je payais le solde. Confirmai que les retouches seraient prêtes et parties. La nuit était tombée, et les lumières de la ville flamboyaient. Je retournai à ma chambre d'hôtel, m'assis près de la fenêtre et ouvris mon ordinateur. Je passai en revue tous mes documents, notes et chronologies, organisant tout une dernière fois. M'assurant qu'aucun détail forensique n'était négligé, parce que je savais que dans ce jeu, un mauvais mouvement et je serais anéanti par les avocats d'Alexander. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Vers minuit, mon téléphone s'illumina avec un message d'un numéro inconnu. Tu vas trop loin. Je fixai le message. Je n'avais pas besoin de demander de qui il venait. Je ne répondis pas. Je le supprimai simplement et bloquai le numéro, non parce que j'avais peur, mais parce que cela n'en valait pas la peine. Je posai le téléphone face contre le lit, éteignis la lampe et m'endormis. Cette fois, je dormis profondément. Pas de cauchemar, pas d'anxiété, parce que je savais que les rouages étaient enfin en mouvement. Et cette fois, ce n'était pas moi qui étais acculé. Je manœuvrais lentement mes adversaires dans une position dont il n'y avait pas d'échappatoire. Les quelques jours suivants passèrent plus vite que je ne l'avais anticipé. Non parce que le temps s'accélérait, mais parce que chaque heure était minutieusement planifiée. Tâches à exécuter, angles légaux à calculer et pièces finales du puzzle à emboîter. Cela ressemblait à peindre un chef-d'œuvre. Si un seul coup de pinceau était raté, toute la composition s'effondrerait. Et je ne pouvais pas me permettre une seule erreur. Il n'y aurait pas de seconde chance. Je commençais à passer plus souvent par les suites administratives exécutives. Utilisant l'excuse parfaitement raisonnable d'aider à coordonner la logistique du mariage du PDG. Personne ne remit cela en question. Dans la culture d'entreprise, être demandé d'aider aux affaires personnelles du patron était pratiquement un badge d'honneur. Et grâce à cela, j'obtins l'accès à presque toute la documentation de l'événement. Le plan de salle au lieu, les manifestes d'équipement avaient et le déroulement minute par minute. Je lus, mémorisai et fis des ajustements très subtils. Des changements si mineurs que personne ne les signalerait. Certains impliquaient le placement d'un récepteur de projecteur. D'autres déplaçaient subtilement les repères temporels des présentations multimédia. Mais je savais que, le moment venu, ces détails microscopiques déclencheraient une avalanche. Claude continuait à parader dans le bureau quotidiennement, devenant plus rayonnante d'heure en heure. Ressemblant exactement à quelqu'un qui croyait avoir légitimement conquis le sommet. Son attitude envers moi avait également changé. Elle ne me jaugeait plus. Elle était suprêmement confiante, offrant même une sorte de pitié condescendante. Comme si elle avait décidé que j'étais juste une perdante d'âge moyen triste. S'accrochant à son dernier lambeau de dignité. Un après-midi, pendant que je passais en revue les manifestes de traiteurs, Claude s'approcha et s'appuya contre mon bureau. Assez près pour que son parfum signature me fasse frémir le nez. Tu travailles si dur. Je ne levai pas les yeux de mon iPad. C'est juste le travail. J'ai honnêtement pensé que tu voudrais passer ton tour. Je cessai de faire défiler et levai les yeux vers elle. Pourquoi? Chloé sourit d'un sourire impeccable et exercé. Parce que je pensais que cela pourrait être inconfortable pour toi. Je soutins son regard longtemps avant de parler. Ma voix était complètement plate, ne trahissant absolument rien.
Tu réfléchis trop. Le sourire de Chloé vacilla une fraction de seconde, mais cela suffit pour que je le remarque. Elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si sereine. Pourquoi je ne réagissais pas comme une femme dédaignée. Et cela commençait à la ronger, mais elle le masqua rapidement. Se redressant et tapotant ses ongles manucurés sur mon bureau. Eh bien. De toute façon. J'espère vraiment que tu seras là. Oh. Absolument. Répondis-je. Et cette fois. Je vis un éclair de véritable malaise dans ses yeux. Ce soir-là. Je reçus un message chiffré de Robert Sterling. Phase indéposée sous scellé. Je l'appelai immédiatement. C'est hermétique? Aussi solide que possible, dit-il. Nous n'avons besoin que de ton signal pour rendre public et déposer l'émotion non scellée. Je jetai un coup d'œil à mon calendrier de bureau. 7 jours jusqu'au mariage. Pas encore. Je veux attendre. Robert marqua une pause. Puis demanda. Tu es certaine? Je veux une exposition maximale quand les assignations tomberont. Je veux tout le conseil d'administration et chaque investisseur majeur dans la salle. Il comprit immédiatement. D'accord. Je préparerai les injonctions pour être signifiées sur place. Mais tu devras garantir l'exécution technique. J'ai ça en main. Sois juste prêt, ajoutai-je. Alexander n'est pas un homme qui se laisse faire facilement. Je souris faiblement. Je sais. En raccrochant, je me penchai en arrière dans ma chaise ergonomique et fixai le plafond. Alexander n'était pas facile. C'était l'euphémisme du siècle. Je l'avais vu opérer pendant 3 ans. Il était froid, impitoyablement calculateur, et jouait toujours 3 coups à l'avance. Mais cette fois, je ne jouais plus sur son échiquier. Cette nuit-là, je pris un taxi pour retourner aux Pentouses. Non parce que je le regrettais, mais parce que j'avais besoin de quelque chose. L'appartement était exactement comme il avait toujours été. Minimaliste, glacial, complètement dépourvu de touches personnelles. Un musée d'un mariage. J'entrai, posai mon sac et traversai les pièces. Des choses que je n'avais presque pas touchées en 3 ans. Tout était impeccable, comme si ce mariage n'avait même jamais existé. Alexander n'était pas là. Je savais qu'il ne le serait pas, et je m'en fichais. J'allai directement dans son bureau à domicile, contournai l'alarme et ouvris le coffre mural. Je sortis une lourde enveloppe manille. La copie originale notariée de notre accord prénuptial et du certificat de mariage. Ma signature, sa signature, le sceau de l'État. Je feuilletai les pages, les lisant, non parce que j'avais oublié. Mais parce que je voulais graver chaque clause dans ma mémoire, chaque obligation, chaque limite. Et les pénalités précises pour une rupture de contrat. Je fermai le dossier, le glissai dans mon sac fourre-tout et pris une chose de plus. Une petite clé USB chiffrée. Elle contenait les fichiers bruts de tout ce que j'avais compilé. Je la fixai une seconde avant de la mettre dans ma poche. Avant de sortir du Penthouse, je m'arrêtai à la lourde porte en acajou. Sans regarder en arrière, je murmurai doucement dans le vestibule vide. Échec et mat. Je ne le disais à personne. Je me le disais à moi-même. Le lendemain, l'entreprise passa en hyperdrive pour les préparatifs finaux du mariage. L'atmosphère était pratiquement électrique. Des fleuristes cartographiant les arrangements, des équipes avaient faisant des tests sonores. Des techniciens d'éclairage programmant les installations. J'étais là au milieu, l'initié ultime se cachant en pleine vue, observant, mémorisant, vérifiant. Yann me glissa une petite clé USB dans la salle de pause. Tu vas avoir besoin de ça. Peux-tu la brancher facilement sur le système principal?
Demandai-je. C'est discret? Grade militaire? Ça va surcharger la console maître sur ton signal. Je hochai la tête. Merci. Il sourit. Tu vas vraiment nucléaire? Hein? Oui. Je le regardais. Peur? Yann secoua la tête. Honnêtement? Je pense qu'il le mérite. Je ne dis rien d'autre. Juste lui tapoter légèrement l'épaule. La veille du mariage, je ne fis rien de spécial. Je n'obsédais pas sur les fichiers ni ne passais des appels frénétiques. Je restais simplement seul dans ma chambre d'hôtel à regarder la robe de créateur sombre suspendue à la porte du placard. Elle était sévère, élégante et intransigeante. Je pensais aux 3 dernières années. Chaque jour, chaque dîner d'entreprise, chaque fois où j'avais choisi le silence. Chaque fois où je m'étais dit, tiens juste ces 3 ans et tu seras libre. Mais j'avais tort. La conformité n'achète pas la paix. Reculer ne garantit pas la sécurité. Certaines personnes, quand elles te voient reculer, ne font que pousser plus fort jusqu'à ce que tu tombes du bord. Je me levai et passai la main sur le tissu de la robe. Il était lourd et structuré, tout comme moi à ce moment. Plus faible, plus hésitante, seulement une clarté absolue. Demain, je ne marcherai pas en tant qu'invité ou employé. Je marcherai en tant que la femme qui brûlait tout. Le matin du mariage arriva plus vite que prévu. Non parce que le temps volait, mais parce que quand tu as préparé quelque chose d'aussi méticuleux, le moment de la confrontation cesse d'être terrifiant. C'est comme une porte déjà enfoncée qui attend juste que tu passes. Et je passai à travers dans un état de calme absolu et étrange. Pas de nervosité, pas de mains tremblantes, pas de rage, juste un silence profond comme un vide. Je me réveillai tôt, battant mon alarme. Au moment où la lumière matinale de Manhattan frappa les stores de l'hôtel, mes yeux s'ouvrirent. Je restai immobile un moment, écoutant le rythme lent et régulier de mon propre cœur. Il ne battait pas la chamade. C'était le cœur de quelqu'un qui avait traversé assez de tempêtes pour savoir que la bataille finale se gagne avec une précision chirurgicale, pas en criant. Je sortis du lit, me lavai le visage et me brossai les cheveux. Chaque mouvement était délibéré, sans hâte. Comme si je me préparais pour une réunion marketing du mardi. Mais je savais qu'aujourd'hui était différent de tous les autres jours de ma vie. La robe sombre tombait parfaitement. Je l'enfilai et ajustai le tissu. Elle n'était ni flashy ni désespérée pour attirer l'attention. Mais quand je me tins devant le miroir en pied, une chose était indéniable. La femme qui me regardait n'était pas la Catherine d'il y a 3 ans. Ni même la Catherine de la semaine dernière. Elle était assez froide pour faire face à un peloton d'exécution. Assez forte pour rester inébranlable et assez tranchante pour savoir exactement où frapper. J'appliquai un maquillage minimal, juste assez pour paraître soigné et éveillé. Je n'avais pas besoin d'éclipser qui que ce soit. J'avais juste besoin d'avoir l'air d'une femme qui ne pouvait pas être brisée. Avant de partir, je vérifiai mon clutch. Le déclencheur à distance était là. Les documents légaux étaient là. Tout était chargé et prêt. Je sortis du hall, hélai un taxi jaune et m'assis à l'arrière, regardant la ville défiler. Des gens se pressant pour le brunch, des taxis klaxonnant. De la vapeur s'élevant des grilles du métro. C'était incroyablement normal. Si normal que personne dans la rue ne pouvait deviner l'ampleur de la détonation que j'étais sur le point de déclencher. Le lieu était un hôtel de luxe historique légendaire juste sur Central Park South. J'arrivais presque 1 heure en avance. Non par anxiété, mais parce que je devais arpenter le champ de bataille une dernière fois. Certaines choses ne peuvent être ressenties qu'en se tenant sur le terrain réel. La grande salle de bal était déjà transformée. Des milliers d'orchidées blanches importées, des lustres en cristal tamisés d'une lueur romantique. Une allée blanche sans couture menant à la scène.
C'était opulent, dégoulinant de richesse. Parfaitement assorti au statut d'Alexander et à l'image impeccable de Dieu corporate qu'il cultivait. J'entrai. Les organisateurs à la porte me jetèrent un coup d'œil. Me reconnurent du comité de planification et me firent signe d'entrer. Je fis le tour du périmètre, vérifiant les lignes de vue de la scène, les écrans LED massifs, le placement des consoles sonores. Tout correspondait parfaitement au schéma que j'avais mémorisé. Yann était déjà là, faisant semblant d'ajuster un câble près du poste AV principal. Quand il me vit, il fit un hochement de tête microscopique. Il ne s'approcha pas ni ne parla. Mais ses yeux communiquèrent tout ce dont j'avais besoin de savoir. Charge utile câblée. Je m'approchai un peu et murmurai. Nous sommes verts. La voix d'Yann porta à peine par-dessus la musique d'ambiance de mise en place. Vert. Tu as le contrôle. Je hochai la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Environ une demi-heure plus tard, l'élite de New York commença à arriver. Des visages familiers. Des capital risqueurs, des membres du conseil, des familles d'argent anciens. Tout le monde en tuxedo sur mesure et robe de couture. Échangeant des bises aériennes et des félicitations. Pas un seul d'entre eux ne savait que la façade impeccable qu'ils célébraient était construite sur un mensonge. Je restai près du fond, me fondant dans les ombres, mais maintenant une vue tactique de la salle. Les personnes que j'avais mises en évidence sur ma liste cible étaient toutes présentes. Pile à l'heure. Quelques-uns me reconnurent, offrant des hochements polis mais confus. Certains avaient clairement entendu les rumeurs de bureau et portaient des expressions de pitié. Déguisés, mais personne ne s'approcha. Puis Chloé fit son entrée. Enveloppée dans une robe Vera Wang sur mesure qui scintillait sous les projecteurs. Elle flottait dans la salle comme une monarque. Elle était le centre de gravité absolu, rayonnante, triomphante, s'imprégnant des flashs. Si vous ne connaissiez pas la vérité, vous auriez pensé qu'elle était la mariée la plus chanceuse du monde. Elle me repéra. Se figea une fraction de seconde. Puis se dirigea droit vers mon coin. Catherine. Sa voix était encore enrobée de sucre, mais je perçus le bord cassant de la tension. Je ne pensais pas que tu viendrais si tôt. Je la regardai lentement de haut en bas. Puis rencontrai ses yeux. C'est ton grand jour. Je ne le manquerai pour rien au monde. Son sourire se resserra, perdant son élasticité naturelle. Eh bien, assure-toi de trouver ton siège. Je t'ai réservé une place très spéciale. Je m'en souviendrai. Répondis-je avec aisance. Chloé s'attarda une seconde de plus, ayant l'air de vouloir porter un dernier coup verbal. Mais pivota ensuite. Peut-être parce que la salle se remplissait de VIP. Ou peut-être parce qu'elle était soudain terrifiée de ne pas être réellement aux commandes. Je la regardais s'éloigner. Je ne ressentais rien. Pas de jalousie, pas de colère. Juste l'observation froide d'un sniper regardant une cible marcher sur la croix. 15 minutes plus tard, Alexander arriva. Il portait un tuxedo Tom Ford tranchant comme un rasoir. Son visage un masque impénétrable de calme absolu. Exactement le même homme qui, il y a 3 ans, m'avait fait sentir que je signais mon âme. Il travailla la salle, serrant des mains avec des milliardaires. Échangeant des plaisanteries exercées. L'exécution était impeccable. Mais quand ses yeux balayèrent enfin la salle et se verrouillèrent sur les miens, le masque glissa. Juste une fraction de millimètre, mais je le vis. Il n'était pas aussi à l'épreuve des balles qu'il le projetait. Il s'excusa d'une conversation et s'approcha. Tu es venu. Oui. Bien. Il me fixa, son regard lourd et avertisseur. J'espère que tu ne feras rien pour embarrasser l'entreprise aujourd'hui. Je souris. Un sourire authentique et terrifiant.
Ne t'inquiète pas. Il ne dit rien d'autre et se retourna vers la foule. Mais je savais que ma réponse ne l'avait pas rassuré. Elle avait déclenché des alarmes dans sa tête. La cérémonie allait commencer. Les invités prirent place. Les lumières de la salle s'atténuaient en un crépuscule dramatique. Et un quatuor à cordes commença à jouer. Un maître de cérémonie élégant monta sur scène. Sa voix profonde et résonnante guidant la salle exactement selon le script. Je pris le siège que Chloé m'avait si gracieusement assigné. Rang 2, centre mort. Une place très spéciale en effet. Visibilité parfaite. Je regardais la scène. L'écran LED massif s'alluma et la vidéo de l'histoire d'amour commença. Des prises de vue de drone en haute définition de Aspen, dîner romantique à Paris. Moment candide riant sur un yacht. C'était monté avec une précision hollywoodienne, vendant le conte de fées corporate ultime. La salle de bal se remplit d'applaudissements polis et de murmures admiratifs. Ils étaient totalement convaincus. Je restais parfaitement droite, mes mains reposant légèrement sur mon clutch. Mon pouce traça le plastique lisse du déclencheur caché à l'intérieur. Mon cœur battait toujours à un rythme lent au repos. Pas de pic d'adrénaline, juste l'attente du moment exact. La vidéo sur l'écran enfla vers son climax. La demande en mariage sur une plage privée à Malibu. Des feux d'artifice explosant au ralenti tandis que la bande-son orchestrale culminait. Le maître de cérémonie s'approcha du micro. Se préparant à délivrer son monologue répété sur le destin et le véritable amour. Chaque élément était parfaitement calibré pour faire croire à la salle qu'elle assistait à la romance de la décennie. Juste au moment où le maître de cérémonie ouvrit la bouche, mon pouce appuya sur le bouton. Juste un doux clic, mais cela suffit. Pendant une fraction de seconde, les écrans LED massifs se figèrent. Quelques invités penchèrent la tête, supposant un problème Wi-Fi. Puis le flux bascula violemment. Disparus les plages et les couchers de soleil. À leur place, des images granuleuses de caméras cachées en angle bas. L'éclairage était terrible, mais les visages étaient indiscutables. Un box VIP dans un steakhouse de Manhattan. Chloé et Alexander. L'audio se déclencha à travers les subwoofers massifs de la salle de bal. Plus de violon, juste une conversation brute et non filtrée. Combien de temps vas-tu encore garder cette femme? La voix de Chloé retentit dans la salle, dépouillée de toute sa douceur. Stridente et dégoulinante de venin. Toute la salle de bal se figea. On aurait pu entendre une épingle tomber. J'entendis chaque inspiration brusque. Le bruissement des robes de soie tandis que les gens se raidissaient. Sur scène, Chloé se transforma en statue. Le sang quitta son visage. Alexander se figea, sa mâchoire se verrouillant instantanément. Sa propre voix retentit des haut-parleurs. Jusqu'à l'expiration du contrat. La salle de bal était paralysée. Personne ne bougea. La vidéo continua. Je déteste la voir au bureau. Chloé pleurnicha. Ignore-la simplement. Ou nous pourrions simplement nous marier plus tôt. La remettre à sa place. D'accord. Ces derniers mots tombèrent comme un bloc de béton. Annihilant complètement l'illusion d'1 million de dollars qu'il venait de passer la dernière heure à construire. Je me levai, sans me presser, sans faire de scène. Je marchais en avant, pas à pas mesuré. Les projecteurs étaient toujours verrouillés sur la scène. Mais la force gravitationnelle de toute la salle se déplaça vers moi. J'atteignis le bord de la scène. Pris calmement le micro des mains du maître de cérémonie paralysé et entrai directement dans la lumière. Ce n'était pas aveuglant. C'était éclairant. Je regardais la mer de milliardaires, de magnats de la tech et de socialites. Puis je regardais Alexander, puis Chloé. Ma voix résonna dans la salle de bal morte et silencieuse. Calme, professionnelle, dévastatrice. Je m'excuse auprès de tout le monde.
J'imagine que la dernière vidéo était un peu un pivot par rapport à l'ordre du jour. Personne ne rit, personne ne respira, juste une tension suffocante et électrisée. Je plongeai la main dans mon clutch et sortis mon téléphone, l'écran brillant, et le levai. À la lumière de cela, je pense qu'une présentation s'impose. Je marquai une pause, laissant le silence s'étirer. Mon nom est Catherine, un nom très ordinaire. Je pris une inspiration, et je suis l'épouse légale d'Alexander. La salle de bal explosa. C'était le chaos absolu. Des halètements, des cris étouffés, le grincement des chaises repoussées contre le sol en marbre. C'était une symphonie de panique élite. Personne ne pouvait maintenir sa composition de country club plus longtemps. Sur scène, Chloé recula physiquement. Elle avait l'air d'être sur le point de vomir. Ses lèvres tremblaient. Alexander. Il resta planté sur place, mais je pouvais voir les tendons sauter dans son cou. Ses mains étaient serrées en poing aux articulations blanches. Le PDG de glace froide avait disparu, remplacé par un homme regardant le canon d'un fusil chargé. Je ne m'arrêtai pas. Je ne leur donnai pas une seule seconde pour tourner le récit. Alexander et moi sommes légalement mariés depuis 3 ans. Nous avons un certificat de mariage entièrement exécuté déposé dans l'État de New York. Je tapai un bouton et l'écran derrière moi passa instantanément des images du restaurant à un scan. Haute résolution du document légal. La signature d'Alexander. Ma signature, le sceau de l'État, indéniable, irréfutable. Je ne suis pas entièrement sûr, dis-je, balayant du regard les tables VIP. Verrouillant les yeux avec le président du conseil avant de regarder à nouveau Alexander. Si tout le monde a répondu présent aujourd'hui pour assister à un mariage ou pour témoigner d'une accusation de bigamie. Les murmures s'intensifièrent en un rugissement. Les membres du conseil se levaient, chuchotant agressivement à leur conseil juridique. Le cauchemar PR se matérialisait en temps réel. Claude secoua violemment la tête, reculant d'Alexander. Sa voix soigneusement cultivée se brisa en un hurlement hystérique. Non. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Elle attrapa le bras d'Alexander. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa veste de tuxedo. Dis-leur. Dis-leur qu'elle est folle. Dis-leur que c'est un mensonge. Je la regardai. Mon expression totalement dépourvue de pitié. Comment exactement va-t-il faire ça? Elle ne put répondre. Elle fixa simplement Alexander, les yeux écarquillés de terreur. Alexander bougea enfin. Il fit un pas vers moi. Assez. Sa voix était profonde, autoritaire, mais l'autorité absolue avait disparu. Elle sonnait désespérée. Descends de là. Je ne bronchai pas. Tu veux que je descende? Ce n'est pas le lieu pour exposer des griefs personnels. Catherine. Je laissai échapper un rire tranchant et froid. Des griefs personnels? Je levai le déclencheur à distance. Tu penses que je ne fais que exposer des griefs? Ou est-ce que je présente simplement les résultats trimestriels de tes mensonges? Alexander ne parla pas, mais ses yeux hurlaient. Il calculait les retombées, la chute des actions, le vote de défiance du conseil. L'enquête SEC sur les comptes coquilles de Chloé que je n'avais même pas encore mentionné. Il était complètement acculé et il le savait. Je me retournai vers l'audience. Ma voix baissant à un ton mortel et égal. La vidéo que vous venez de voir n'est qu'une fraction de l'audit. Je marquai une pause, laissant la menace planer lourdement dans l'air. Il y a un registre bien plus profond. La tension dans la salle monta si haut que l'air semblait raréfié. Les membres du conseil arrêtèrent de chuchoter et fixèrent directement Alexander.
Je n'appuyais sur aucun autre bouton. Je n'en avais pas besoin. Je restais simplement là. L'implication suffisait. Suffisante pour faire savoir aux investisseurs que leur PDG était compromis. Suffisante pour faire savoir à Alexander que j'avais l'interrupteur de toute sa carrière. Je baissai la main et le regardai directement dans les yeux. Veux-tu que je continue la présentation? Personne ne bougea. Toute la salle attendit son mouvement. Et pour la première fois de sa vie, Alexander n'avait pas de contre-stratégie. Pour la première fois en 3 ans, il n'était pas celui qui dictait les termes de l'accord. Le silence s'étira, brutal et impitoyable. Tout le monde dans cette salle requins, politiciens. Tikhon se recalculait rapidement leurs alliances, se distançant d'un navire qui coulait. Alexander le comprenait mieux que quiconque. Il pouvait sentir le conseil d'administration pratiquement rédiger son indemnité de départ dans leur tête. Alexander se tenait rigide, livrant une guerre interne massive pour maintenir sa contenance. Mais sa poitrine se soulevait. Il essayait de contenir le rayon d'impact. Sachant qu'un mot de travers vaporiserait sa position dans l'entreprise. Pour un homme dont toute l'identité était construite sur le contrôle absolu. C'était son enfer personnel. Il me contourna et s'adressa directement aux tables VIP. Sa voix était plus basse, dépouillée de son arrogance habituelle. « Je m'excuse, dit-il, regardant droit vers le président du conseil. Il y a eu une mésentente sans précédent concernant mes affaires privées. Je brieferai pleinement. Le conseil demain matin. » Au moment où le mot « mésentente » sortit de sa bouche, je vis 3 membres différents du conseil ricaner. On ne commet pas de mésentente sur un certificat de mariage tout en se tenant à l'hôtel avec une autre femme. Arthur, un vétéran aux cheveux argentés de Wall Street, ne se rassit pas. Ses yeux restèrent verrouillés sur Alexander, froid comme un glacier. Une mésentente concernant un certificat de mariage. Alexander. Ou une mésentente concernant un énorme manquement de jugement exécutif. La question frappa comme une balle de sniper. Alexander ouvrit la bouche, mais pour la première fois, le brillant PDG n'avait pas de spin. C'est alors que Chloé craqua enfin. La réalité de la situation s'abattit sur elle. Sa voix était stridente, craquant hystériquement. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu. Je ne savais pas. Elle regarda autour d'elle les milliardaires qui la fusillaient du regard. Désespérée pour une bouée de sauvetage, puis attrapa à nouveau le bras d'Alexander. Dis quelque chose. Dis-leur que tu divorces d'elle. Dis-leur que ça n'a pas d'importance. Je la regardai, ne ressentant rien d'autre qu'un détachement clinique. Elle n'avait jamais intégré cette variable dans son équation. Elle avait cartographié son ascension au sommet de l'élite de Manhattan. Entièrement ignorante du fait qu'elle jouait sur un plateau truqué. Alexander écarta rudement les mains de Chloé de sa veste. Pas doucement, de manière décisive. C'était une manœuvre physique subtile, mais elle diffusait sa priorité. Elle était désormais des dommages collatéraux. Sauver sa propre peau était le seul objectif. Tais-toi. 2 mots, prononcés calmement, mais imprégnés de venin absolu. Chloé recula comme s'il l'avait frappé physiquement. Elle le fixa, sa réalité se brisant. Les larmes coulèrent enfin, ruinant son maquillage impeccable. Mais personne ne s'en souciait. Le focus de la salle était verrouillé dans un affrontement corporate. Je restais à observer les décombres, entièrement intacts par les éclats. J'étais la personne la plus calme du code postal. Alexander se retourna vers moi. Ses yeux étaient sombres, dépourvus de colère, remplacés par un calcul sinistre et acculé. Que veux-tu, Catherine? Je pris une lente et superficielle inspiration. Non pour le courage. Mais pour régler mon rythme. D'abord, tu annules cette farce de cérémonie. Maintenant.
J'articulais chaque mot clairement. Deuxièmement, tu reconnais notre mariage légal sur le dossier devant le conseil. La salle murmura à nouveau, un bourdonnement collectif de prédateurs sentant le sang dans l'eau. Troisièmement, tout ce qui arrivera ensuite sera exécuté strictement selon la lettre de la loi et du contrat prénuptial que nous avons signé. Je ne mentionnais pas l'espionnage industriel. Je ne mentionnais pas les comptes offshore en Silicon Valley. Je n'en avais pas besoin. Je vis l'éclair de reconnaissance dans ses yeux. Il savait que j'avais les données SEC et il savait que je lui offrais un choix. Se rendre sur le mariage ou je brûle l'entreprise au sol. Sa mère, une matriarche terrifiante et posée de l'Upper East Side, sortit du premier rang. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa la salle comme du verre. Alexander, prends une décision. Ce n'était pas un conseil maternel. C'était un mandat corporate. Il resta là une seconde de plus agonisante. Je pouvais littéralement voir les engrenages tourner dans sa tête tandis qu'il pesait l'humiliation immédiate contre la prison fédérale. Finalement, il expira, une respiration brusque et défaite. Il fit un pas en avant, prit le micro de ma main, non en l'arrachant, juste en le prenant, et se tourna vers la foule. Je m'excuse auprès de tout le monde présent. Sa voix résonna dans le système PA. Toujours profonde. Mais creusée. Aujourd'hui. Un incident imprévu s'est produit. Il marqua une pause. Avalant difficilement. Les documents que vous venez de voir sont authentiques. Catherine et moi sommes légalement mariés. Une nouvelle vague de choc traversa la salle. Mais cette fois c'était le son d'un verdict rendu. Je prends l'entière responsabilité de ne pas avoir résolu mes affaires légales personnelles avant cet événement. Il fit une révérence rigide, agonisante et lente. Un acte de soumission que personne n'avait jamais vu de lui. La cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Le personnel de l'hôtel vous dirigera vers les sorties. Au moment où il finit de parler, la salle de bal se brisa. Ce n'étaient plus des cris chaotiques et forts. C'était le mouvement brutal et efficace de l'élite new-yorkaise. Décidant qu'un événement était toxique. Les gens se levèrent, prirent leurs manteaux et commencèrent à marcher rapidement vers les portes. Sortant leur téléphone pour appeler leur courtier et équipe PR. Chloé resta entièrement seule sur l'allée blanche. Personne ne la regarda. Personne ne lui tendit la main. Sa magnifique robe de mariage de centaines de milliers de dollars semblait soudain pathétique. Comme un costume à une fête qui venait d'être raidée par la police. Je restais complètement immobile, regardant Alexander. Pas de sourire triomphant. Pas de jubilation. Juste la fermeture calme d'un livre que j'avais été coincé à lire depuis bien trop longtemps. Il me regarda. Ses yeux étaient une tempête de fureur réprimée et de respect à contre-cœur. Mais il ne dit pas un mot, et moi non plus. Parce que tout ce qui devait être dit résonnait déjà dans le silence. Tandis que la grande salle de bal se vidait. Les rangées méticuleusement arrangées de chaises Chiavari étaient repoussées, laissant un chaos. Les invités sortirent en masse. Certains sprintaient pratiquement vers le hall. D'autres s'attardaient près des portes, jetant des regards en arrière. Essayant de reconstituer la destruction absolue d'un titan qu'ils pensaient connaître. Je ne partis pas immédiatement. Je restai, non pour me délecter des ruines, mais pour m'assurer que l'opération était entièrement terminée. Je savais que si je sortais trop vite, cela serait simplement écrit comme une histoire dramatique et scandaleuse de tabloïd. Mais en tenant bon jusqu'à ce que la salle se vide, je cimentais la finalité. Je possédais le récit. Alexander posa le micro sur une table de cocktail et resta au centre de la salle, entouré des débris invisibles de sa réputation. Chloé était encore là, agrippant des poignets de sa jupe en tulle, les yeux rouges et ruisselants. Bien qu'elle ne fît aucun son. Elle avait l'air que son cerveau ne pouvait pas traiter le fait que le parachute doré qu'elle pensait avoir sécurisé venait d'être coupé.
Je descendis de la scène et marchai vers la sortie. Mon pas était stable, délibéré. Exactement la même façon dont j'avais marché dans le siège social pendant 3 ans. La seule différence était que cette fois ma tête était haute. Je passais devant les visages qui me fixaient, ignorant les murmures. Quelques cadres appelèrent mon nom, mais je ne m'arrêtai pas. Leurs opinions étaient désormais sans importance. En atteignant les grandes portes en acajou de la salle de bal, la mère d'Alexander m'intercepta. Catherine. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait assez de poids pour me faire marquer une pause. Non par soumission, mais parce que j'étais disposé à l'écouter cette fois. Non en tant que belle-fille décevante, mais en tant qu'égale. Je me tournai pour lui faire face. Elle s'approcha, son regard tranchant et jugeant remplacé par une lourde et profonde fatigue. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était même pas un reproche. Cela sonnait comme une concession. La réalisation que l'empire de sa famille venait d'être surpassé. Je la regardai dans les yeux un long moment avant de répondre. Il y a 3 ans, je ne pensais pas que ça valait la peine de riposter. Je marquai une pause. Mais si je n'avais pas fait ça aujourd'hui, le reste de ma vie n'aurait pas valu la peine d'être vécu. Elle resta silencieuse. Elle n'argumenta pas. Elle laissa juste échapper un soupir calme. Le son d'une femme acceptant un échec et mat qu'elle ne pouvait pas renverser. Je lui fis un hochement de tête bref et poli et sortis par la porte. En sortant sur Central Park South, l'air semblait fondamentalement différent. Le soleil de l'après-midi était brillant. Des taxis jaunes klaxonnaient. Des touristes prenaient des selfies près des calèches. C'était violemment normal. Personne dans la rue ne savait qu'à l'intérieur de cet hôtel un empire venait d'être fracturé. Cette normalité stupéfiante rendait le changement en moi encore plus profond. Je ne portais plus le poids. La laisse invisible avait disparu. Je ressentais une légèreté incroyable. Comme si je venais de me débarrasser d'un gilet de plomb que je portais depuis 3 ans. Mon téléphone vibra dans mon clutch. C'était Robert Sterling. J'étais en écoute. Dit-il. J'ai tout entendu. Bien. Nous déposons les motions non scellées immédiatement. La plainte de lanceur d'alerte SEC est aussi en file. J'ai juste besoin que tu signes l'affidavit. Peux-tu passer au bureau cet après-midi? Je levai les yeux vers le skyline de Manhattan. Les tours de verre scintillaient au soleil. J'arrive. En raccrochant, je restai sur le trottoir juste une seconde de plus, juste pour le ressentir. Non une ruée fugace de victoire, mais la paix profonde et résonnante de la clôture. La fin d'une ère où je vivais selon des règles écrites par des hommes qui pensaient me posséder. Plus tard cet après-midi-là, je m'assis dans le bureau d'angle de Robert Sterling donnant sur Wall Street. Il n'y eut pas de va-et-vient dramatique, pas de négociation de dernière minute. Tout était une frappe chirurgicale. Robert glissa un énorme classeur lourdement englouti sur son bureau en verre. Tout est là. Rupture de contrat, levier fiduciaire, division des actifs. Et les termes de non-divulgation concernant les éléments d'espionnage industriel. Je pris le stylo de sa main, ouvris le classeur et feuilletai les pages. Non pour revérifier son travail, mais juste pour voir physiquement l'architecture de ma liberté. Tu n'as qu'à signer. Dit Robert calmement. Je n'hésitais pas. Je signai mon nom d'un trait net et fluide sur chaque onglet. Je posai le stylo et le regardai. Merci. Robert. Il hocha la tête. Une rare expression de respect sincère sur le visage. Tu as fait le gros du travail toi-même. Catherine. Je souris faiblement. Non. Le gros du travail était de survivre aux 3 dernières années. Il ne demanda pas de détails.
Il ferma simplement le classeur. À partir de maintenant. C'est juste procédural. Le conseil forcera sa main. Je sais. Je me levai. Jetant mon sac sur mon épaule. Mais Robert m'arrêta. Catherine. Je me retournai. Des regrets? La question me fit marquer une pause une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour me demander une dernière fois. Je secouai la tête. Aucun. Et je le pensais de tout mon être. Je sortis du cabinet d'avocat. La lumière de fin d'après-midi tournait alors. Le vent de l'East River était frais. C'était juste un autre jour à New York. Mais je savais qu'à partir d'aujourd'hui, le récit était le mien. Je n'étais plus une ombre, plus un accessoire au bilan de quelqu'un d'autre. J'étais juste moi et c'était plus qu'assez. Les retombées frappèrent le secteur financier plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Non parce que nous nous étions précipités. Mais parce qu'une fois qu'une vérité aussi explosive est détonée dans une salle pleine d'investisseurs de Wall Street, le marché se corrige impitoyablement. Je n'eus pas à lever un autre doigt. Je tins simplement bon pendant que la machinerie corporate dévorait Alexander. L'histoire du mariage implosé n'atteignit pas la page 6 immédiatement. Mais les journaux d'affaires sentirent l'odeur. Le scandale de mariage du PDG déclenche une session d'urgence du Conseil. Les rumeurs étaient folles, mais les faits de base étaient entièrement exacts. Un mariage arrêté, une épouse secrète, une catastrophe de jugement. Le lendemain matin, je marchais dans le siège social pour traiter officiellement ma démission. L'atmosphère était méconnaissable. L'énergie frénétique de chiens alpha des étages de trading et des pods marketing avait disparu. Les gens se séparèrent littéralement comme la mer Rouge quand je marchais dans le couloir. Plus de regards en coin. Plus de murmures condescendants. Certains me firent des hochements de tête tranchants de respect. D'autres regardèrent leurs chaussures, terrifiés. Ils réalisaient que la femme calme et discrète dans le cubicle du coin était celle qui venait d'eux décapiter la suite. Je marchais jusqu'à mon bureau, mais pas stable et rythmé. Mais cette fois, je ne naviguais pas dans un espace où je devais survivre. Je marchais dans un espace que je quittais activement. Yann était appuyé contre mon bureau, attendant. Quand il me vit, il se leva, les yeux écarquillés d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. Catherine. Je hochai la tête. Yann. Il vérifia par-dessus son épaule. Puis baissa la voix. J'étais en train de surveiller le flux AV depuis le poste hier. Putain. Mon sang se glaça. Je lui fis un petit sourire. Tu as exécuté ta partie parfaitement. Il se frotta la nuque et laissa échapper un rire sec. J'ai juste appuyé sur un bouton. Tu es celle qui a lâché la bombe nucléaire. Je ne dis rien d'autre. Je savais que chaque pièce de la machine était vitale. Que fais-tu ensuite? Demanda-t-il. Je prends du temps libre. Je monte dans le Connecticut. Puis je verrai. Je regardais par la fenêtre la ville. Mais définitivement pas la vie corporate comme ça. Il hocha la tête. Sans pousser. Mais je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Je rangeai mon bureau. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques fichiers personnels, ma tasse à café préférée, un stylo élégant. Tout rentrait dans une petite boîte de banquier. 3 ans de ma vie réduits à du carton, mais je ne ressentais pas une once de nostalgie. Les seules choses de valeur que j'emportais étaient les leçons que j'avais apprises et le fer dans ma colonne vertébrale. En ramassant la boîte, la nouvelle assistante intérimaire d'Alexander, Chloé, était entièrement absente. Catherine.
Alexander aimerait te voir. Je la regardai. Puis hochai la tête. Bien. Je pris l'ascenseur jusqu'au bureau Penthouse pour la dernière fois. La pièce où je m'asseyais autrefois en silence, prenant des ordres. Jouant le rôle de l'actif docile. J'entrais avec une posture complètement différente. Alexander se tenait près de la fenêtre, regardant le skyline. Mais il ne possédait plus la vue. Il avait l'air d'un homme qui essayait désespérément de s'accrocher au rebord. Il se retourna quand j'entrai. « Assieds-toi. » Je m'assis, posant ma boîte sur le sol, et attendis. Il me fixa longtemps, le silence lourd et meurtri. « Tu as été incroyablement minutieuse, dit-il enfin. » Sa voix manquait de sa basse arrogante habituelle. Elle sonnait creuse. « J'ai fait ce que je devais faire ?» répondis-je simplement. Il laissa échapper un rire sec et sans humour. « Je t'ai gravement sous-estimé. » Je n'argumentais pas. C'était la vérité absolue. Concernant le divorce, continua-t-il, s'appuyant contre son bureau. Mes avocats coordonneront avec Robert. Je ne vais pas te combattre sur la division des actifs ou les indemnités. Je le regardais et pour la première fois je vis une véritable exhaustion dans ses yeux. Il ne cédait pas l'argent par générosité. Il le cédait parce que le conseil avait probablement menacé de le destituer complètement si cela allait à un procès public. Il avait perdu la seule chose qu'il vénérait. Le contrôle absolu. Je n'ai pas besoin que tu le rendes facile ou difficile, lui dis-je. Je veux juste exactement ce que le contrat dicte. Il marqua une pause. Puis hocha lentement la tête. Juste. Une minute calme passa entre nous. Ce n'était pas gênant. C'était le silence de deux personnes qui avaient joué un jeu à enjeux élevés jusqu'à l'amère fin et n'avaient absolument plus rien à se dire. Je me levai. Pris ma boîte et me dirigeai vers la porte. Catherine. Je m'arrêtai. La main sur la poignée. Si j'avais joué ça différemment depuis le début, le résultat aurait-il été différent? Ce n'était pas une supplique pour la réconciliation. C'était un post-mortem d'un PDG vaincu essayant de comprendre où sa stratégie avait échoué. Je le regardais en arrière, mes yeux clairs et froids. Oui, dis-je. Mais tu ne l'as pas fait. J'ouvris la porte et sortis. Je ne me sentais ni vindiquée ni regretteuse. Je me sentais juste propre. La paix profonde qui vient non de gagner une guerre, mais de la survivre. De la comprendre et de quitter le champ de bataille derrière soi. Cet après-midi-là, je louai une voiture et sortis de la ville. Prenant l'île 95 vers la maison de mes parents dans le Connecticut. L'endroit que j'avais négligé pendant des années à cause du travail. De la distance et de cent autres excuses. Mais au moment où je franchis la porte d'entrée, sentis le rôti de ma mère et vis mon père lever les yeux de ses lunettes de lecture, je réalisai quelque chose douloureusement simple. Certains endroits t'appartiennent sans que tu aies à te battre pour eux. Ma mère ne m'interrogea pas. Elle s'approcha simplement. Me serra fort et dit. C'est bon de t'avoir à la maison. Cathy. J'enfouis mon visage dans son épaule et hochai la tête. Mon père posa son journal. Me regarda longuement et dit. Tu as tenu bon. 4 mots. Mais ils signifiaient tout. Je m'assis avec eux sur la véranda arrière. Buvant du café tandis que le soleil se couchait sur les chênes. Pour la première fois en des années, mon système nerveux se calma vraiment. Je ne me préparais plus à l'impact. Je ne calculais plus mon prochain mouvement. Je respirais simplement. Je dormis 12 heures cette nuit-là. Pas de remue-ménage, pas de retournement.
Pas de réveil en sueur froide à propos de réunion du conseil ou de contrat. Il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher, et rien à craindre. Les semaines suivantes furent plus calmes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La tempête médiatique s'apaisa, remplacée par le prochain scandale de Wall Street. Le divorce fut finalisé avec une vitesse record. Alexander signa les papiers sans une seule déposition. Il savait que me traîner au tribunal ne ferait que forcer Robert Sterling à dévoiler les documents. SEC concernant les comptes coquilles de Chloé. Et le conseil lui avait explicitement ordonné de tuer l'histoire. Pour la première fois de sa vie, Alexander était celui qui prenait les termes, non qui les dictait. Je le vis une dernière fois au bureau d'avocat dans Midtown pour signer les décrets finaux. Nous étions assis l'un en face de l'autre à l'énorme table de conférence. Miroir exact de la configuration d'il y a 3 ans quand j'avais signé le contrat prénuptial. La différence était qu'il n'y avait pas de peur dans ma poitrine aujourd'hui. Alexander avait l'air plus mince. L'arrogance tranchante comme un rasoir avait disparu. Remplacé par une résignation sinistre et battue. Il ne me regardait plus comme une nuisance. Il me regardait comme un prédateur qu'il avait chassé avec succès. Les avocats lurent les clauses standards. Division des actifs, non-dénigrement, indemnité finale. C'était entièrement sans effusion de sang. Pas de dispute sur les clauses. Quand ce fut le moment, je pris le stylo Mont Blanc. Planer au-dessus de la ligne de signature et marquer une pause. Non par doute, mais juste pour laisser la réalité du moment s'imprégner dans mes os. Il y a 3 ans, je n'aurais jamais pensé sortir de cette pièce avec mon âme intacte. Je signai mon nom fermement, décidément, et poussai le papier de l'autre côté de la table. Alexander signa dans un silence total. Tandis que les parajuristes rassemblaient les documents, il leva les yeux vers moi. Son regard était entièrement dépouillé de calculs corporate. « Tu vas aller bien ?» La question me surprit. Non la question elle-même, mais le fait que ce soit lui qui la posait. Je le regardais droit dans les yeux. J'allais bien avant même d'entrer ici aujourd'hui. Il hocha la tête, acceptant la finalité. Nous nous levâmes en même temps. Pas de poignée de main, pas d'au revoir poli. Juste un hochement de tête mutuel bref qui coupa officiellement le lien. Je sortis du bâtiment sur Park Avenue. Le ciel était couvert, l'air vif, un après-midi new-yorkais parfaitement normal. Je m'arrêtai sur le trottoir et pris une profonde inspiration de l'air de la ville. Gravant le sentiment de libération totale dans ma mémoire. Pendant le mois suivant, je ne me précipitais dans rien. Je restais dans le Connecticut. J'allais au marché fermier avec ma mère. Je m'assis sur la véranda à boire du café avec mon père. Écoutant ces vieilles histoires sur l'entreprise de logistique. La réalité banale et ennuyeuse d'une vie calme me guérissait. Parce que quand la fumée se dissipe, ce sont les choses ennuyeuses et stables qui reconstruisent tes fondations. Un après-midi. Mon téléphone vibra avec un message chiffré d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Pas de nom. Je savais qui c'était. Chloé. Je fixai l'écran 2 secondes, puis glissai et supprimai le fil. Je ne répondis pas. Je m'en fichais. Pour moi, ce n'avait jamais été un jeu de gagner ou perdre contre elle. Si j'avais gagné quelque chose, j'avais gagné une guerre contre mon ancien moi. La fille qui pensait que se rapetisser était la seule façon de survivre. Quelques semaines plus tard, une ancienne collègue d'une agence de marketing boutique me contacta. Nous avions mené une énorme campagne publicitaire ensemble des années plus tôt. Et elle savait exactement comment j'opérais. Elle lançait une nouvelle start-up de marketing tech à Brooklyn et voulait que je vienne en tant qu'associé senior. Je ne dis pas oui immédiatement. Je lus le prospectus, fis les calculs et négociai mon equity. Je n'étais plus désespéré. Je choisissais ma vie. Je finis par accepter l'offre, non parce que c'était une licorne à $1 milliard, mais parce que je serais mon propre patron. Je le construirais de mes propres mains et je n'aurais jamais à demander la permission à un homme. Pour exister dans la salle du conseil à nouveau.
Le premier jour dans le nouveau loft bureau à Dumbo, il n'y eut pas de fanfare massive. Juste un bureau brut, un mur de briques apparentes et une petite équipe affamée. J'allumai mon ordinateur portable en me sentant incroyablement légère. Un mois plus tard. La porte du bureau s'ouvrit et Yann entra portant un ordinateur portable custom ridiculement surpuissant. Il le posa sur un bureau et me regarda. Le corporate est devenu ennuyeux. J'ai pensé que tu aurais besoin de quelqu'un pour sécuriser le réseau ici. Je souris. Tu es engagé. Certaines loyautés ne nécessitent pas de contrat. De temps en temps, je lisais une brève sur Alexander dans le journal. Il n'était plus l'unique PDG. Le conseil l'avait forcé à accepter un qui PDG pour surveiller ses décisions. Sa monarchie absolue était morte. Quant à Chloé, elle disparut entièrement de la scène sociale de Manhattan. La rumeur disait qu'elle était retournée dans le Midwest après que ses comptes aient été gelés. Il devint un conte de mise en garde murmuré au cocktail des hantons. Je lus, fermai l'onglet et retournai au travail. Cela ne m'apportait ni joie ni colère. C'était juste des données. Un matin, avant de me rendre en ville, je me tins devant le miroir dans mon appartement. Je ne vérifiais pas mon maquillage. Je regardais la femme qui me fixait en retour. Je réalisais que je ne voyais plus l'ombre de la fille qui avait accepté d'être un fantôme dans sa propre vie. La femme dans la glace était éprouvée par la bataille, tranchante et entièrement libre. Je me fis un petit sourire authentique. Puis je pris mon sac, ouvris la porte et sortis. Le soleil matinal se reflétait sur le pont de Brooklyn. Il n'était pas aveuglant, mais assez brillant pour illuminer le chemin devant. Et cette fois, je n'avais besoin de personne pour me dire où aller. Je le savais déjà.